Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi. Je vois que la Banque de France suscite l'intérêt, ça me fait très plaisir. Je suis Marc Fasquelle, je suis l'adjoint du directeur de la transformation digitale à la Banque de France. Je vais vous en dire un mot. Farid Okassi, qui parlera après moi, est data scientist au sein de mon département. Donc nous allons essayer de vous expliquer ce que la Banque de France fait dans le domaine de la data, plus particulièrement de la data science, et pourquoi c'est un domaine qui nous intéresse tout particulièrement. Je vais parler rapidement pour laisser la parole à Farid, qui a des choses beaucoup plus intéressantes que moi à vous dire. Simplement pour vous présenter d'abord la Banque de France, vous expliquer pourquoi la transformation digitale est importante pour nous et ce que nous faisons concrètement dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que la Banque de France? Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde ici sache ce qu'est la Banque de France. Peut-être avez-vous l'image d'une institution un peu poussiéreuse avec des beaux immeubles dans les centres-villes. Peut-être, et très rapidement, qu'est-ce que la Banque de France? D'abord, c'est une banque centrale. Alors, une banque centrale, c'est une banque d'État, c'est-à-dire dépositaire de la puissance publique. Elle a des pouvoirs coercitifs. C'est la banque de l'État. Ça veut dire que le Trésor a concrètement son compte en banque à la Banque de France. Et vous imaginez les masses financières qui transitent par ce compte. Et c'est la banque des banques. Donc c'est la banque qui tient les comptes de toutes les banques françaises pour leur permettre de se faire des opérations financières entre elles. Donc la Banque de France assure le règlement de toutes les transactions financières entre les banques françaises. Alors c'est une institution indépendante, c'est une volonté des pouvoirs publics qui est issue du traité de Maastricht, qui veut que la politique monétaire se décide de manière indépendante du pouvoir politique. La Banque de France est membre du SEBC, le système européen des banques centrales. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, vous avez dû entendre parler de la BCE, la Banque centrale européenne. Donc le SEBC, c'est la communauté des banques centrales européennes, des pays qui ont adopté l'euro et qui mettent en commun tous les moyens nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire, donc de la politique de l'euro au sein de l'Europe. Donc en tant que telle, la Banque de France est partie prenante de tous les processus de décision de politique monétaire, de stabilité financière, qui sont les deux grandes missions du SEBC. Donc c'est notre première mission, c'est d'assurer la stabilité de l'euro, la confiance de tous les Européens dans leur monnaie, et c'est aussi d'assurer la stabilité financière. Et nous mettons en œuvre en France ces décisions de politique monétaire et tout ce qui est mesures concrètes d'assurance de la qualité de la situation financière des banques, des compagnies d'assurance. Et puis nous avons des missions spécifiquement nationales, et ça nous intéresse peut-être un peu plus. Nous sommes, je vais en parler, et Farid en parlera aussi, nous sommes des gros collecteurs de données statistiques. Nous sommes traditionnellement à la Banque de France des statisticiens, des manipulateurs de données. Nous calculons pour le compte de l'État la balance des paiements. Nous établissons tout ce qui est statistique monétaire. Nous avons un très gros métier de connaissance des entreprises non financières. Je ne pense pas que vous ayez jamais entendu parler de la cotation Banque de France. C'est quelque chose qui est très important pour tout ce qui est crédit aux entreprises. Donc la Banque de France a un très gros métier de collecte de données sur les entreprises et d'analyse de la situation des entreprises à partir de ces données. Nous fabriquons des billets, ça nous intéresse peut-être un peu moins aujourd'hui, mais encore nous allons en parler. Nous nous intéressons à la sécurité des instruments de paiement, des infrastructures de marché, et puis nous assurons le secrétariat des commissions départementales de surendettement, et ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire un petit mot après. Alors, la Banque de France, comme dit notre gouverneur, tout le monde se demande à quoi elle sert. Moi, je tiens à vous dire que c'est une institution très moderne. C'est une institution qui se transforme et qui se transforme à la demande et sous l'impulsion de notre gouverneur. Nous n'avons pas un président à la Banque de France, nous avons un gouverneur. C'est un peu suranné, mais ça fait partie de notre charme, qui nous a fixé un objectif d'excellence dans nos trois missions, que je rappelle, la politique monétaire, la stabilité financière, tout ce qui est service à l'économie, parce que la Banque de France est au service de l'économie française. Donc l'objectif, c'est que nous soyons plus performants, plus innovants. Ça, c'est très important.
et plus visible. Notre gouverneur nous assigne pour mission d'être mieux connu et plus légitime en France. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et notre gouverneur a impulsé un plan de transformation digitale, digitalisation de l'ensemble des processus de la banque, d'innovation et, ça nous intéresse plus aujourd'hui, valorisation de notre patrimoine data. Nous avons un très gros patrimoine de données à la Banque de France, je vais y revenir. Et last but not least, un Chief Digital Officer a été nommé au sein de la Banque de France qui est mon patron. Tout ça se traduit par des actions très concrètes. Farid va rentrer beaucoup plus dans le détail après moi. Hein. Je vous donne un peu un panorama qui se décline en un plan d'action en 4 axes. La culture digitale, la donnée, l'innovation, les processus. Je passe rapidement sur ces différents axes. L'innovation est très intéressante parce que nous avons constitué au sein de la Banque de France un laboratoire, le Lab BDF. Peut-être en avez-vous entendu parler. Nous avons lancé récemment un appel à projets auprès des startups et des fintechs pour venir nous soumettre des idées de projets qu'elles voudraient concrétiser avec nous. Nous menons des expérimentations dans le domaine de la blockchain. Pour ceux que ça peut intéresser, la Banque de France a construit ce que nous pensons être la première solution opérationnelle à base de blockchain dans le monde, puisque nous avons construit avec les banques françaises un répertoire distribué de données partagées par les banques françaises sur la base d'une blockchain qui va entrer en service dans les toutes prochaines semaines. Nous faisons de la data science, je laisserai Farid vraiment expliquer ça. Et nous sommes en train de construire, vous voyez que dans notre 4 axes de transformation, il y a l'axe data qui est très important chez nous. Et là-dessus, des actions qui sont structurantes avec la construction d'un data lake. Farid expliquera. Nous explorons tout le domaine de l'intelligence artificielle et de la data science. Et puis nous avons aussi une obligation d'open data qui nous a été fixée par notre gouverneur. Donc mettre notre patrimoine de données le plus possible à disposition du pays. Donc la Banque de France, je souhaite insister là-dessus, c'est un patrimoine de données qui est très important. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, nous collectons des données auprès des banques. Elles nous doivent ce qu'on appelle chez nous les reportings réglementaires, donc des données sur leur situation financière, sur tout ce qui nous permet de calculer les statistiques monétaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à la Banque de France, nous avons un stock de données qui est ancien, donc avec des séries de données qui sont longues et qui sont un gisement de données extrêmement important et très intéressant pour tout ce qui est recherche économique. Donc nous avons pour objectif de capitaliser sur ce patrimoine de données, d'abord pour pérenniser, pour renforcer notre excellence dans le domaine de l'analyse des données. On va y revenir vraiment cet après-midi. Hein. On veut vraiment aujourd'hui moderniser, refondre, développer notre expertise dans le domaine de la statistique. La Banque de France est un acteur reconnu dans le domaine de la statistique. Nous avons des méthodes éprouvées, nous avons des experts dans ce domaine. On se rend compte aujourd'hui que l'évolution technologique, la capacité qu'on a à traiter des volumes de données beaucoup plus grands, des sources de données beaucoup plus diverses, nous donne accès à des méthodes nouvelles d'analyse des données sur lesquelles nous voulons développer notre expertise. Et tout ça dans un objectif de service du public, donc à la fois la communauté des chercheurs, le grand public. Ce que nous souhaitons, c'est mettre à disposition de la communauté nationale des données pertinentes, riches, fines, qui enrichissent l'analyse économique, l'analyse financière dans notre pays. Une stratégie ambitieuse qui se traduit par des projets concrets. Pour ceux que ça intéresse, nous avons construit un entrepôt de séries statistiques mutualisé au sein de la Banque de France. C'est, je dirais, une première étape. Nous avons des outils de diffusion de nos données sur l'extérieur. Celui qui est le plus accessible, pour ceux que ça intéresse, je vous y renvoie. Je pense que c'est très intéressant. C'est un site web qui s'appelle Webstat, sur lequel vous pouvez trouver toutes les séries statistiques publiées par la Banque de France. Allez-y, c'est ouvert à tout le monde. Et ça peut vous donner accès à des données très intéressantes. Nous avons une Open Data Room qui permet à des chercheurs sélectionnés d'accéder à des données beaucoup plus confidentielles, dans des conditions sécurisées, un peu encadrées,
mais qui permet à la Banque de France déjà d'avoir un premier pas sur l'open data. Et des projets stratégiques. Le premier sur lequel je souhaite insister, c'est le Data Lake. Donc il y a une orientation très forte de la Banque de France de casser les silos. On se rend compte que de par justement notre histoire, on a construit des silos, la balance des paiements, les statistiques monétaires, le contrôle bancaire. Donc on a des silos de données. Et aujourd'hui, cette structuration silotée des données nous freine dans notre capacité à mener des analyses transversales sur les données. Donc l'objectif fixé par notre gouverneur, c'est vraiment de casser ces silos, de permettre aux analystes d'accéder à l'ensemble des données pour des analyses beaucoup plus riches. Donc nous avons un projet qui est en train de se concrétiser de Data Lake basé sur toutes les technologies Big Data. Farid vous expliquera ça en détail. C'est un projet très important que nous complétons avec une nouvelle génération de laboratoires d'analyse basés sur les outils R, Python et d'autres outils d'ailleurs, notamment sur la data visualisation, qui est un axe important pour nous. Donc une refonte complète de tout notre outillage, infrastructure de stockage et de mise à disposition de données. Et enfin, nous menons des explorations, des expérimentations sur l'intelligence artificielle, le machine learning, la blockchain, je viens d'en parler. Je vous propose de reporter les questions à la fin de l'intervention de Farid. Donc j'ai essayé de faire très vite parce que je pense que c'est lui qui a le plus à vous dire et les choses les plus intéressantes. Je vous propose qu'on écoute son intervention et puis n'hésitez pas après à poser toutes les questions que vous souhaitez. Bonjour à tous. Je m'appelle Farid Oukassi, je suis lead data scientist donc à la Banque de France. Alors il est peut-être intéressant de vous expliquer comment je suis arrivé donc, à la Banque de France et comprendre un petit peu mon parcours donc, assez rapidement. Donc en fait, je suis un peu comme vous donc, de formation ingénieur donc en informatique. J'ai complété avec un diplôme d'ingénieur, un doctorat plutôt en mathématiques appliquées. Et je suis resté, j'ai passé plusieurs années au CNRS en tant que donc, ingénieur de recherche. Et il y a 5 ans, j'ai quitté pour créer ma start-up, donc fonder une start-up dans le big data justement et la data science. 3 ans après, je l'ai quitté pour une autre start-up qui s'appelle Molotov TV, pour ceux qui connaissent, où j'étais chief CDO mais pas digital, donc chief data officer. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint la Banque de France donc comme data scientist. Donc, je vais essayer de vous expliquer les différents cas d'usage de la data science, de l'intelligence artificielle, du machine learning à la Banque de France, dès qu'on aura l'accès. S'il vous plaît. Alors, on peut déjà se poser la question, Marc a déjà répondu tout à l'heure, par rapport à nos missions, pourquoi le big data, pourquoi la data science à la Banque de France. Vous savez que depuis quelques années, les banques centrales donc, font face à de nouveaux enjeux. Les enjeux sont les crises économiques, donc de plus en plus de crises, des crises récurrentes, des crises aussi complètement globalisées, donc des crises qui se passent en Amérique et qui nous impactent rapidement. Vous allez voir à travers les cas d'usage que je vais vous présenter qu'on a effectivement des expérimentations et des projets qui sont liés à toutes ces problématiques. On a aussi un rôle donc, de contrôle sur les banques. Là aussi, on a un projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Une sensibilisation du public. Donc, on veut maintenant disposer des données, avoir beaucoup plus de transparence sur les données qui sont à la Banque de France. Donc, un devoir également de les mettre en open data et de les proposer au public. Donc, tout ça a fait qu'il y a 4 à 5 ans, la Banque de France a décidé d'aller vers le big data, donc d'expérimenter et de monter des infrastructures
donc qui vont nous permettre de valoriser tout le patrimoine d'informations et toutes les données dont on dispose donc à la banque. Voilà. Alors, les données, alors rapidement, historiquement, donc on est un vrai gisement de données, mais on n'a pas, enfin, on a suivi plusieurs révolutions ou évolutions du patrimoine informationnel de la banque. Dans les années 90, on avait plutôt des données de référence donc, qui concernaient les individus. Vous avez entendu parler des fichiers de surendettement, par exemple, de la Banque de France, des données qui concernent les entreprises. Donc à ce moment-là, les données étaient plutôt structurées, elles étaient agrégées et puis on faisait de la BI ou de la statistique descriptive dessus. À la suite des crises économiques, donc des crises financières de 2007, on a donc de nouvelles réglementations qui imposent aux banques de nous livrer davantage de données. Là, on commençait à disposer de davantage de données qui sont toujours structurées mais volumineuses. Et à partir de 2012-2013, vous connaissez tous, c'est les réseaux sociaux, c'est l'open data, où là, on a potentiellement accès à toutes les données qui permettront de comprendre et d'étudier l'écosystème de la Banque de France. Donc les banques, les institutions financières, les particuliers, les entreprises. Et donc potentiellement, sur ces types de données, actuellement, on peut avoir des approches prédictives, donc de l'IA, du machine learning, aussi bien que donc la collecte de données pour avoir une vue à 360 de cet écosystème de la banque. Donc tout ça a généré du big data et du coup on a besoin d'algorithmes très avancés, très puissants pour extraire l'information et l'intelligence à partir de ces données brutes. Marc en a parlé, donc je vais aller très vite. Donc je vous ai cité les différentes bases de données importantes de la Banque de France. Donc FIBEN qui contient des données de bilan des entreprises. Muse, Marc en a parlé, c'est des séries statistiques. MMSR, c'est les transactions bancaires de banques européennes. Et bientôt Anacrédit en 2018-2019, donc sur les prêts bancaires. Donc tout ça va générer des volumétries encore plus importantes que les données dont on dispose actuellement. Et donc, il va falloir de plus en plus d'infrastructures. Le data lake, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure, est une sorte de réceptacle naturel, technologiquement adapté pour ce genre de volumétrie. Vous connaissez tous la notion de data lake ? Oui ? Et donc, quels algorithmes on va appliquer ? Donc, alors, on confond toujours le machine learning, la data science, l'intelligence artificielle et le deep learning. C'est des notions que vous entendez, mais très souvent, on a du mal à les situer entre elles. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est plutôt des applications qui essayent de mimer le raisonnement d'un être humain, tout simplement. Alors, il y a quelques temps, c'est pas nouveau, on parle d'intelligence artificielle actuellement, mais pour ceux qui ont étudié dans les années 80-90, ils avaient déjà des cours de réseau de neurones, donc tout ça n'est pas nouveau et ça a commencé dans les années 50. C'est seulement maintenant que le terme intelligence artificielle devient vraiment le hype du moment, le truc à la mode, parce que bien sûr les GAFA, les Google font ça. Ils ont des algorithmes qu'ils ont open sourcés. Du coup, on a accès en tant qu'utilisateur à davantage d'algorithmes prêts à être utilisés. Et en même temps, on a ce gisement de données qui est indispensable. C'est un peu le carburant des algorithmes. Sans data, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc c'est à cause de tout ça que que c'est devenu très à la mode actuellement et qu'on commence à l'utiliser même dans les plus petites entreprises. Et donc, globalement, vous avez l'intelligence artificielle. Auparavant, ça regroupait plutôt les notions de moteurs d'inférence. C'est plutôt des moteurs de règles. Vous savez, c'est if then else, si ça, alors je fais ça, sinon je fais autre chose. C'est rien d'autre que ça. En fait, les moteurs d'intelligence artificielle de papa, c'était ça. Depuis quelque temps, donc, on a commencé à faire du machine learning. Machine learning, donc, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on va
fabriquer des systèmes informatiques intelligents qui vont apprendre à travers les données. Donc on a des données d'historique, on les donne en apprentissage sur les algorithmes, et là l'ordinateur va apprendre à partir de ces données d'historique, et ensuite il est capable de vous faire des corrélations, de vous faire des prédictions. D'accord ? Donc machine learning, c'est ça, des données et des algorithmes pour avoir des systèmes intelligents. Et à l'intérieur de ce machine learning, depuis quelque temps, on a le domaine du deep learning qui explose actuellement. Le deep learning, c'est rien d'autre que des réseaux de neurones. Deep, pourquoi deep ? Parce qu'on a plusieurs couches, donc c'est des réseaux de neurones profonds, donc on a plusieurs couches intermédiaires de neurones, et plus on a de neurones et de couches, plus l'algorithme est puissant et donc performant. Et donc ça, Google l'utilise pour de la traduction automatique, pour faire de la reconnaissance d'images, et à la banque, on va l'utiliser pour détecter les faux billets, pour fouiller dans les documents réglementaires ou pour fabriquer des chatbots. Très, très vite, depuis 2013, en fait, depuis le moment où on a commencé cette initiative Big Data et Data Science, vous avez là donc, le nombre de serveurs qu'on a mis en place, le nombre d'infrastructures, l'époque, les POC, donc Proof of Concept, c'est les preuves de concept, donc c'est des expérimentations pour tester soit des technologies, soit des process ou des problématiques avec l'intelligence artificielle. Et donc vous avez un résumé de toutes les actions qui ont été entreprises à la Banque de France. Donc là, je vais commencer par vous citer quelques projets. Alors, pour une banque centrale comme la nôtre, donc on peut finalement trier et classer les types d'usage en 4 catégories. Donc, il y a la première catégorie qu'on appelle l'écoute du web listening. En fait, ça consiste tout simplement à récupérer de l'open data, à écouter ou à crawler des réseaux sociaux, du Twitter, Airbnb, et à partir de là, appliquer des algorithmes pour faire de la détection de fraude, pour superviser le système financier, l'écosystème financier, et ainsi de suite. Le deuxième la deuxième typologie de sujet, c'est la recherche. Marc vous a expliqué tout à l'heure le gisement de données qu'il y a à la Banque de France. Donc, si on n'a pas un système de search intelligent pour extraire l'information de ce tas de données, en gros, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, on utilise des systèmes, des infrastructures comme Elasticsearch, par exemple, pour bâtir des moteurs comme ceux de Google pour aller chercher l'information sur ces données d'entreprise. Troisième type, c'est l'intelligence artificielle, la data science. Donc là, c'est la lutte anti-blanchiment, c'est la prédiction de la prochaine crise financière, pourquoi pas. C'est un domaine très très complexe, mais peut-être un jour on arrivera à le faire. Et puis, comme le disait Marc tout à l'heure, c'est tout le mode de l'open data qu'on cherche aussi à suivre et à accompagner en mettant à disposition des chercheurs, enfin du public, nos séries statistiques et nos données, et en même temps en enrichissant nos propres bases de données internes par de l'open data qui vient d'autres institutions comme les nôtres, de l'INSEE ou de la COS ou d'autres organismes. Donc les sujets que je vais vous présenter sont dans un type parmi les 4 que je vous ai cités. Le premier exemple concerne les machines de tri. Donc vous savez très bien que la Banque de France fabrique les billets, mais non seulement on les fabrique et on les met en circulation, et en plus, à chaque fois que le billet de banque qui se trouve dans votre poche retourne chez un commerçant, le commerçant le donne demain peut-être le lendemain à sa banque, et sa banque le renvoie chez nous pour être trié. Trier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe dans des machines comme celle que vous avez à droite, qui trient des milliers de billets, bien sûr, à la minute. Et les billets détériorés, ils sont déchiquetés immédiatement. Et les billets neufs, en fait, ou en bon état, ils repartent en circulation. On les redonne à la banque. Les billets déchiquetés, on les remplace par des billets neufs. Donc, de cette façon, on a des billets, vous avez dans votre poche des billets qui sont en bonne santé et qui facilitent finalement, ce n'est pas juste pour la beauté du billet qu'on fait ça, c'est une réglementation européenne, enfin en tout cas c'est imposé par la BCE,
qui veut que les billets mis en circulation soient dans un bon état pour faciliter la détection de billets, de faux billets. D'accord ? Il est plus facile de détecter un faux billet quand les billets sont neufs, en bon état, qu'un billet complètement froissé. Donc c'est la raison pour laquelle on participe à ce travail. Donc, Pour un appel au cœur, ne froissez plus vos billets de 5 € dans votre poche, ça les abîme. Donc voilà, tout ça, vous imaginez, le travail que ça nécessite. On trie plus de 7 milliards de billets tous les ans. Et donc ça passe par 120 machines, et ces machines coûtent très cher, c'est-à-dire coûtent très cher à l'exploitation. En cas de panne, ça coûte horriblement cher. Donc il y a 2 ans, les responsables de cette direction, donc du fiduciaire, sont venus nous voir, et c'est comme ça que ça se passe en général pour nous, data scientists. Les problèmes, on les découvre pas, enfin on les invente pas tous les matins. C'est-à-dire, on se lève pas le matin et en disant tiens, demain je vais faire de la fraude, de la lutte anti-blanchiment ou de la fraude bancaire à la Banque de France. Ça serait très beau, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est nos collègues du métier qui viennent nous voir avec une vraie problématique en disant tiens, avec vos algorithmes et vos connaissances, est-ce que vous pouvez nous aider, par exemple, à réduire, à détecter les pannes sur ces machines. Et donc c'est comme ça qu'est né le premier projet, enfin un premier projet qui concerne les billets, qui concerne la maintenance prédictive. Maintenance prédictive, c'est rien d'autre que de dire tiens, est-ce que c'est comme si vous avez un système intelligent sur votre voiture qui vous dira tiens, votre voiture va tomber en panne dans 2 jours. C'est exactement ce qu'on fait ici. Et donc, en exploitant les données des machines de tri, leur fonctionnement, à chaque fois qu'un billet passe dans une trieuse, dans une machine, il génère 400 variables de données. Donc vous imaginez, on a 400 variables sur la salissure du billet, sur son niveau de dégradation, sur les erreurs qui ont été commises, sur son numéro de série, sur son niveau de salissure. On a plus de 400 mesures sur ces données, donc c'est ça qu'on essaye d'exploiter pour essayer de prédire la panne d'une machine. Et donc avec ça, on a construit un algorithme, pour ceux qui connaissent, donc, qui est basé sur un random forest, qui va nous prédire plus de 70% des besoins en maintenance, c'est-à-dire des pannes probables le lendemain ou le surlendemain. Donc ça, c'est le premier projet purement data science. Ensuite, donc data science, on n'est pas les seuls à faire ça, bien sûr. Donc la SNCF essaye de prédire les pannes sur ses trains. Airbus essaye de faire la même chose sur les moteurs d'avion. Donc c'est un domaine qui est qui commence à être très général chez tout le monde, enfin chez tous les gens qui gèrent des machines ou des équipements complexes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a plus de 400 mesures du billet. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de stocker ces données dans un data lake, donc une infrastructure big data, donc basée sur Hadoop, et on extrait donc à chaque fois qu'un billet arrive à la Banque de France et à chaque fois qu'il est donc lors de la fabrication, on prend toutes ces données qui représentent plusieurs gigas, c'est marqué ici, et on essaye de les exploiter. Et de cette façon, on arrive à comprendre, à surveiller un billet depuis sa naissance, sa fabrication à la Banque de France, jusqu'au moment où il est déchiqueté dans une de nos machines. Et entre-temps, en fonction des coupures, 50 € ou 5 €, il repasse plusieurs fois à la Banque de France pour être trié. En moyenne, il repasse entre 6 et 12 fois. Et donc, on essaye de mesurer les caractéristiques des billets à chaque fois qu'ils reviennent. Et derrière ça, on a des analyses. Donc, vous avez des exemples de DataVis ici qui montrent, par exemple, la circulation au centre. Vous avez la circulation des billets, c'est-à-dire la première fois, on les a parce qu'on a plusieurs succursales, plusieurs centres de tri, on va dire, pour les billets. Donc, dans pratiquement toutes les principales villes de France. Donc, on peut rencontrer aujourd'hui un billet à Brest et le lendemain, on le retrouve à Avignon ou à Paris. Donc avec ça, on arrive à voir la circulation des billets
et finalement le mouvement presque des personnes qui les utilisent. Et donc vous avez toutes sortes de graphiques qui montrent par exemple les taux d'erreur, le nombre de billets qui n'est pas conforme, et ça nous permet, nous, soit d'adapter nos process, de mieux régler les machines pour détruire moins de billets, parce qu'un billet coûte très très cher à la fabrication, ou alors ça nous aide à optimiser, soit à réduire les coûts, soit à optimiser nos process. Donc voilà 2 projets, un Big Data et l'autre Data Science sur les machines de tri. Donc un domaine qui est plutôt industriel, où on attendait a priori pas vraiment l'intelligence artificielle et le machine learning, et sur lequel on arrive à faire des cas et des problématiques très intéressantes. Le sujet suivant concerne la nouvelle économie. Donc la Banque de France publie régulièrement des indicateurs, des mesures, par exemple, de la croissance en France. Vous avez dû entendre ça à la radio ou dans les journaux. La Banque de France annonce une croissance de 1,8 par exemple pour l'année prochaine. Enfin, ce genre d'informations. Comment on les fait? C'est des études qu'on appelle de conjoncture qui sont faites par nos statisticiens à travers des sondages sur l'économie réelle. C'est-à-dire on appelle pratiquement et concrètement tous les mois 10 000 chefs d'entreprise, donc avec nos téléphones. Des collègues sont chargés de ça, qui leur posent un certain nombre de questions sur le carnet de commandes, le chiffre d'affaires, leur morale et plein de questions de ce style. Et à partir de là, on a un indicateur sur la croissance et sur l'économie. Et par contre, il y a des métiers que vous connaissez très bien, toutes les nouvelles plateformes, toute cette économie disruptée, ubérisée, qu'on ne peut plus capturer. D'accord ? C'est les Airbnb, c'est le logement, c'est le transport. Et donc, on a décidé finalement de proposer de nouveaux indicateurs, de construire de nouveaux indicateurs basés sur la data. Donc, on s'est mis à collecter des données, à crawler, pour ceux qui connaissent, des données sur les plateformes Airbnb, sur Hotel.com, sur Booking, pour le logement, par exemple. Et à travers ça, donc une collecte des données, et on a fabriqué des indicateurs, des modèles statistiques qui vont essayer de nous prédire ou de mesurer le nombre de nuitées sur les plateformes donc d'hébergement comme Airbnb. Et donc, on a fabriqué effectivement. Un élément qui est important dessus, l'élément de réalisation, c'est le partenariat avec des acteurs extérieurs. On se rend compte aujourd'hui que sur les nouvelles approches, sur la Banque de France, on n'a pas forcément les derniers outils, les dernières compétences, et ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler de plus en plus avec des acteurs extérieurs, des laboratoires de recherche, des startups, des fintechs, qui vont nous enrichir de leur expertise, de leurs innovations, pour nous permettre d'aller plus loin. Je voulais faire cette petite remarque. Oui, c'est très intéressant, j'en parle après. Donc Marc a signalé le travail qu'on a fait avec une start-up qui s'appelle QuantCube, qui est très connue dans la collecte de data et qui a mesuré, enfin prédit le Brexit, la victoire de Trump entre autres. Et donc on a travaillé sur eux, sur les études de conjoncture économique. Donc ce que vous avez à droite. Donc il y a une prédiction, en fait, c'est des indicateurs pour l'hébergement, du nombre de nuitées du mois dernier, bien sûr, et également une prédiction sur le nombre de nuitées sur Airbnb pour le mois prochain. Pour ça, on a enrichi nos données, donc collectées, crawlées, avec des données météo sur les principales villes de France et également sur les événements. Donc on a croisé toutes ces données et on a fabriqué un modèle prédictif pour nous donner le nombre de nuitées prévues pour le mois prochain. L'autre volet concerne la balance des paiements. Brièvement, la balance des paiements, on s'intéresse à combien les touristes dépensent en France et combien les Français dépensent à l'étranger. Donc la balance, c'est un peu le solde entre la différence entre les deux. C'est tout simple. Très simplement, c'est ça. Donc finalement, on s'intéresse à la circulation des touristes en France. Quand les touristes arrivent chez nous, on souhaiterait mesurer, savoir combien ils ont dépensé. Et pour savoir ça, on commence déjà à essayer de mesurer par où ils rentrent
Avant, c'était très simple. Ils arrivaient presque tous par Orly ou Roissy. Maintenant, c'est très compliqué. Les touristes visitent d'abord Rome, ils viennent chez nous, alors ils commencent par Londres ou Berlin. Donc, on a du mal à mesurer, à connaître les habitudes des touristes. Les modes de paiement ont également énormément changé. On a des modes de paiement électroniques ou dématérialisés. Donc, on a de plus en plus de mal à comprendre les habitudes des touristes. Et donc, on a un projet. Donc là, par exemple, vous avez une vue, en fait, un projet qui consiste à collecter les données, c'est-à-dire à travers des réseaux sociaux. Prenez Instagram, Twitter et tout ça. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous visitez Rome, par exemple, vous allez prendre une photo du Colisée et ensuite vous la postez sur votre compte, sur votre réseau social préféré. Ensuite, vous arrivez en France, vous faites la même chose sur la Tour Eiffel. Derrière, on a des algorithmes qui vont collecter ces images qui sont horodatées, qui sont également donc associées à vous et à votre nationalité. Et à partir de là, on sait exactement où vous étiez à tel jour et où vous êtes arrivé le lendemain ou au moment où vous avez posté l'image suivante. Donc, vous prenez ça sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez obtenir des graphiques, des visualisations comme celle-ci, où à droite, vous avez par couleur les nationalités. Donc avec ça, on peut quantifier finalement les régions préférées par nationalité, où vont les Américains, où vont les Canadiens, où vont les Chinois. Et vous pouvez également mesurer la circulation. En haut, en rouge, c'est Paris, que vous reconnaissez. Le trait, c'est les Champs-Élysées. Là, on applique des algorithmes de diffusion pour savoir finalement ce que font les touristes quand ils arrivent sur les champs. Est-ce qu'ils restent sur les Champs-Élysées ou est-ce qu'ils vont dans les rues avoisinantes? Donc, vous voyez. Ça confirme une réalité, on est rassuré. Alors sur ça, une petite parenthèse, donc sur le sujet à droite, sur la balance des paiements, on cherche des stagiaires pour commencer à partir de janvier, février, plus important, c'est de trouver le bon profil, donc quelqu'un qui serait intéressé pour nous aider sur cette problématique. Donc n'hésitez pas à envoyer vos CV. Donc je vais vous donner, vous pourrez noter mon adresse tout à l'heure, où vous pouvez, donc c'est une offre de stage qui va passer aussi par le site de recrutement de la Banque de France, donc n'hésitez pas à y aller régulièrement pour vous tenir au courant des postes qui sont publiés, soit des stages, soit des offres de data scientist comme en ce moment. On cherche 2 à 3 data scientists plutôt juniors, donc 1 à 2 années d'expérience, donc n'hésitez pas. Un autre sujet qui est un peu plus classique, qui est la détection de fraude. La Banque de France gère des grands comptes donc pour soit des banques étrangères, soit pour des institutions comme le Trésor par exemple. Et donc il y a eu un antécédent il y a quelques années sur une fraude au système de paiement SWIFT au Bangladesh qui leur a coûté près de 100 millions c'est ça, 100 millions de dollars, enfin une forte somme. Et donc, du coup, on a mis en place, nous aussi, une expérimentation pour construire finalement un algorithme de machine learning qui va détecter la fraude sur les transactions bancaires. Du text mining, donc la Banque de France supervise et contrôle les assurances et les banques. Donc là, c'est un projet où on a collecté des informations sur Twitter, sur les forums, les réseaux sociaux, sur lesquels on a appliqué des algorithmes de text mining pour essayer de détecter les mauvaises pratiques commerciales. Concrètement, vous êtes en difficulté avec votre assureur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez publier sur un forum, voilà, mon assureur X n'a pas respecté les clauses contractuelles pour mon assurance automobile ou maison. Donc nous, on va essayer de collecter
automatiquement ces données. On applique du text mining sur des données non structurées, du textuel, et avec ça, on détecte les mauvaises pratiques. C'est-à-dire, si vous êtes plusieurs à annoncer, à vous plaindre d'une mauvaise pratique donc de la part d'un assureur, on va détecter ça, c'est un buzz. Et donc l'ACPR, qui est l'organisme de la Banque de France qui gère ces conflits et ces relations entre consommateurs et assurances, va essayer d'anticiper, jouer un rôle d'intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est un système qui est mis en production, enfin qui est utilisé quotidiennement par les collègues donc, qui sont chargés de ça. Oui, la diversité de nos approches. La data science, c'est quelque chose qui est très important pour nous pour les années qui viennent. Je dirais que sur les statistiques elles-mêmes, la Banque de France n'a plus rien à apprendre parce que nous avons quand même une très forte expertise. Par contre, sur la data science, tout est à construire. C'est un axe de développement très important chez nous. Je réinsiste là-dessus. Nous avons un projet stratégique de construction d'un data lake qui va vraiment nous permettre de révolutionner nos approches, qui sera la base sur laquelle on pourra construire des nouvelles démarches d'analyse de données, faire du machine learning, de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment construire quelque chose. Comme on l'a vu rapidement, nous avons un laboratoire à la Banque de France. C'est une structure légère qui doit nous permettre d'expérimenter. Donc on est en dehors du cadre traditionnel construction de solutions. On est vraiment sur l'expérimentation. Dans l'optique, on teste, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben on passe à autre chose. Donc nous sommes vraiment ouverts aux partenariats, aux innovations, aux nouvelles idées, aux contributions. Ça veut dire que nous sommes prêts à travailler avec toute la communauté de l'innovation, avec les fintechs, avec les startups. Si un jour vous êtes dans une startup, n'hésitez pas à venir nous voir. Et comme le conclut Farid, nous recrutons donc sur des profils de data science. Nous sommes vraiment preneurs, comme tout le monde, je pense. Ça nous intéresse beaucoup et surtout, je pense que chez nous, il y a de quoi faire. Nous ne sommes sans doute pas Google, nous ne sommes pas Amazon, nous n'avons pas des pétaoctets de données à mettre à votre disposition pour faire de l'analyse prédictive de l'achat de dentifrice. Par contre, on met à votre disposition des données extrêmement variées qui vont des statistiques monétaires, de l'activité bancaire, au paiement, au surendettement, pour permettre de mener des analyses extrêmement intéressantes en croisant toutes ces données pour transformer et révolutionner l'analyse économique. Donc, la Banque de France se transforme, elle vous accueille et je pense qu'il y a énormément de choses à faire chez nous. Alors, je pense qu'on va nous chasser, donc je vais m'arrêter là, mais nous sommes à votre disposition. Notre stand est à cet étage. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous laisser votre CV et nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup en tout cas d'être venu.